bienvenue. Merci d'être venu, d'avoir rejoint la CFE-CGC pour cet exercice que j'ai à faire de vous présenter avec un grand bonheur, une grande fierté, ce document « Restaurer la confiance ». Alors, de quoi s'agit-il? Un petit mot d'introduction pour vous dire qu'une organisation syndicale en général, la CFE-CGC en particulier, travaille dans le quotidien. Notre quotidien, à nous, c'est de travailler à mettre en situation, à aider nos militants sur le terrain. Une organisation syndicale, ce sont des militants sur le terrain. Et c'est tout un ensemble qui permet de les armer, de les former, de les informer pour que leur action sur le terrain soit efficace et adaptée aux situations auxquelles ils sont confrontés. Nos militants sont dans l'entreprise et dans la très grande entreprise de la fonction publique. Mais ils sont en situation sur le terrain. Et ce travail, il se fait au quotidien. C'est souvent un travail en réaction avec les évolutions législatives, les évolutions réglementaires, les évolutions économiques. Et finalement, il se fait dans une ambiance permanente, c'est un peu notre introduction, de crise. La crise est partout, tout le temps. C'est la crise économique, c'est la crise des générations, c'est la crise d'une manière générale. Et cette ambiance contribue à créer un climat de défiance vis-à-vis des conditions dans lesquelles chacun est amené à se développer, à avancer, à penser sa carrière, à penser son évolution, à se projeter finalement dans l'avenir. Et il nous a semblé extrêmement important et porteur finalement de réfléchir et de travailler sur différentes rubriques à ce qui pourrait recréer un climat de confiance. Et c'est ce document-là qui est divisé en 6 parties que je vais vous présenter. 6 parties qui s'enchaînent de façon logiquement et qui, pour nous, la CFE-CGC, sont des éléments qui peuvent contribuer à recréer la confiance dans notre société. Ça nous semble important parce que le progrès, pour nous, n'est rien d'autre que l'accumulation d'une somme de volonté individuelle de progresser, et que pour se projeter dans l'avenir, il faut avoir des garanties de sécurité et d'environnement suffisamment stabilisantes pour pouvoir développer sa créativité. Et que ça, on ne peut pas le faire dans un climat permanent de crise qui ne crée pas les conditions de la sécurité nécessaires à se projeter, à développer la créativité. Et donc, le découpage logique de ce document-là, c'est pour ça que on souhaitait le présenter, il retient finalement 6 grands chapitres qui s'enchaînent les uns les autres comme un enchaînement logique, un peu comme des poupées qui sont emboîtées les unes dans les autres et qui font que pour pouvoir découvrir la suivante, il faut avoir ouvert la première. Et notre premier chapitre est un chapitre sur l'économie et le partage de la valeur. Vous savez, c'est un peu comme ces chiffres que l'on veut connaître avec suffisamment de précision. Et il nous semble qu'il n'y a pas d'intérêt à travailler sur la 2e décimale quand on ne connaît pas avec précision la première. Et ainsi de suite. Et pour nous, l'élément sur lequel il faut agir en premier, c'est la question économique. Au sens où, si on ne règle pas ces questions-là, on ne peut pas finalement aborder, avec une volonté de les régler, les chapitres suivants. La question économique, c'est la question du partage de la valeur. Et sans détailler tous les éléments, je vais vous en détailler un. C'est celui de la réindustrialisation. C'est un sujet qui aujourd'hui est dans toutes les têtes, dans toutes les bouches. Depuis 20 ans, on est passé en France de 25% du PIB représenté par l'activité industrielle à 14%. Et donc, il nous semble qu'il ne peut pas y avoir de développement économique fort sans une industrie forte. Et ça nous amène à analyser finalement les raisons pour lesquelles on en est arrivé aujourd'hui à ces éléments de désindustrialisation. Pourquoi? Parce que toutes les politiques, et notamment les politiques publiques, mais y compris aussi les politiques privées, les décisions dans les entreprises, ont amené à une rationalisation des opérations
uniquement basée sur la compétitivité par rapport au coût. Et que ça, finalement, a eu pour effet, bien, petit à petit, de détruire les secteurs industriels qui n'avaient pas suffisamment de compétitivité coût. On a ouvert des trappes à bas salaire, on n'a pas travaillé sur le développement des compétences, et donc on a mis notre industrie dans une situation de déficit de compétitivité par manque d'investissement. Et que tout ça est lié finalement à la question des décisions qui sont prises. Donc il y a des politiques publiques qu'il faut totalement réorganiser à travers l'investissement dans les compétences, l'investissement dans la recherche. C'est le constat que l'on fait qu'en France, avec 2,21% du PIB investi en recherche, on est très en retard par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE et à certains de nos compétiteurs comme l'Allemagne, par exemple, qui est à 3,21. C'est ce que je dis souvent, je le rappelle, il manque 20 milliards d'euros sur la recherche et qu'on peut bien développer toutes les politiques que l'on veut par ailleurs. Si on ne fait pas un gros effort sur l'innovation, sur l'investissement dans la recherche, dans les compétences, eh bien, tout ce que l'on fait par ailleurs est réputé beaucoup moins efficace. Donc ce qu'on propose comme vision du développement, c'est justement de reprendre le sens des décisions qui vont dans le sens de la montée en compétences, de ce qu'a fait finalement la force de la France, d'être un pays qui sait se distinguer à travers ses ressources intellectuelles et sa capacité à innover. À la suite de cela, c'est notre deuxième chapitre, et ça concerne ce qu'on appelle une transition juste. Et c'est tout le chapitre qui concerne la biodiversité, le développement durable, tout ce qui fait finalement qu'un redéploiement économique, une montée en compétence des activités, tout ça n'a pas de sens si ça ne respecte pas l'environnement. Et c'est vrai que nous avons voulu ces dernières années beaucoup nous travailler le sujet de l'environnement, de l'impact de l'activité économique, de l'activité industrielle, de l'activité en général sur son environnement, et en le transformant dans une matière revendicative au plan syndical. Et ce que nous disons d'ailleurs, et c'est le lien avec la première partie sur l'économie, ce que nous disons dans ce chapitre, c'est que rien ne peut être fait sur l'évolution positive de la prise en charge de l'impact environnemental si on ne réforme pas la gouvernance des entreprises. Dit autrement, par exemple, les évolutions législatives qui sont en marche aujourd'hui sur la question environnementale dans les CSE, etc., ben, tout ça finalement sera vain si on ne re-questionne pas la question de la gouvernance, des décisions que l'on prend dans les entreprises, au profit de qui et pourquoi. Le développement économique qui permet la prise en charge du risque social, c'est quelque chose qui ne peut se faire de façon harmonieuse que s'il prend en charge aussi l'impact sur son environnement et que ça aussi, c'est une question de responsabilité des acteurs. Un exemple, par exemple, sur la biodiversité. Nous, on aime bien le sujet de la biodiversité parce que, là encore, on va s'ancrer sur un chiffre. Alors, je ne sais pas comment ce chiffre a été calculé. En tout cas, il est assez consistant, il est peu contesté. 55% de l'économie est due à un service gratuit de la nature. À l'ensemble des services gratuits de la nature, c'est 55% de l'économie. Au passage, ce chiffre, au fur et à mesure qu'on sophistique les opérations de calcul, eh bien, c'est un chiffre qui augmente. Il y a quelques années, c'était plutôt 40%, et puis c'est passé à 50%, et aujourd'hui, on en est à 55%. Raison pour laquelle on ne peut pas penser le développement des processus économiques sans prendre en compte justement leur impact, quand ils sont négatifs, sur un sujet comme la biodiversité. Nous sommes à la CFE-CGC engagés sur la question depuis 2015. Nous sommes partenaires reconnus depuis 2021. Et il nous semble que, justement, une approche intégrée à l'intérieur de l'entreprise, à travers nos militants, mais à travers l'ensemble des salariés, sur ces questions-là en termes d'impact, est désormais totalement indispensable. Pour la raison simplement que, de toute façon, la question économique sera rattrapée à tout moment. Et donc, pour être compétitif, il faut prendre en compte ces processus d'impact sur la biodiversité. Et que, par ailleurs, les entreprises qui n'auront pas été capables
de mettre en œuvre dans leur processus de développement économique les questions de l'impact sur la biodiversité et de la préservation de la biodiversité, ben, finalement, n'attireront pas les gens. Nous sommes persuadés à la CFE-CGC que si nous ne mettons pas au cœur de la pensée de la société, de la pensée du développement économique, ces sujets-là, bien, au final, les entreprises qui se seront mises en dehors de ces processus-là finiront par disparaître, parce qu'elles n'arriveront pas à attirer les personnes capables justement de travailler à les développer. À ce titre, petit exemple, par exemple, vous le trouverez dans le document, c'est assez bien détaillé, la question des forêts françaises est abordée, je le donne juste comme un exemple. Il y a plus de 200 pages, évidemment, je ne vais pas toutes les développer autant dans le détail, mais c'est un sujet qui nous semble particulièrement maltraité, au sens où c'est quelque chose qui est un avantage concurrentiel en France en particulier, et que les pouvoirs publics, et y compris pour le coup, là encore, l'interface avec les intervenants privés, n'est pas pris en compte avec suffisamment d'ambition stratégique. J'arrive au chapitre 3. Une fois que essayer de bien dessiner le cadre des différentes interactions et surtout le cadre des priorités. Le développement économique, la réindustrialisation, la prise en compte des impacts sur l'environnement et au final la protection sociale. La protection sociale que par ailleurs on a eu abordé il y a un peu moins de 2 ans maintenant dans un document qui s'appelait le Ségur de la santé, qui était un ensemble de propositions que la CFE-CGC faisait vis-à-vis de certaines façons de la restauration de notre appareil hospitalier. Et là encore, notre vision des choses dans cet enchaînement, c'est qu'on pourrait penser la protection sociale comme un dispositif chargé de sécuriser toutes les étapes de la vie d'une personne. Porter une personne vers l'autonomie, ensuite garantir, à travers un certain nombre de dispositifs sécurisants, l'équilibre des temps de vie, et au final accompagner les personnes vers la perte de l'autonomie. Et que c'est ça finalement la question centrale qui nous est posée, la question sur laquelle on est à même aujourd'hui de réfléchir en abordant la question de la protection sociale comme un dispositif sécurisant les individus dans leur parcours de vie. Et non plus sous l'angle toujours abordé de la question du financement. Comment équilibrer les choses et comment, finalement, au nom de l'équilibre des choses, allons-nous régresser à tel ou tel endroit de ce qui fait système aujourd'hui dans la protection sociale française. Notre position est d'inverser les choses. Il nous semble, je ne vais pas le détailler, c'est dans le document, que c'est le bon moyen de travailler à restaurer la confiance de l'ensemble de nos collègues dans le dispositif de protection sociale. Et je prends un exemple, là encore, sur l'évolution tout au long de la carrière et de la conciliation des temps de vie, en mettant en évidence, et c'est beaucoup détaillé dans le document, ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui à l'interface entre la vie professionnelle et la retraite. Aujourd'hui, la présentation qui est faite, et qui est particulièrement stressante, c'est finalement de définir à quel moment on va basculer d'une vie dans l'autre. Comme si tout était réductible à cet instant où on va arrêter de travailler et on va commencer sa retraite. Notre vision n'est pas du tout celle-ci, parce qu'il nous semble que justement, cette vision-là réduit la question même de l'évolution et de la conciliation des temps de vie à quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit, particulièrement angoissant. Avec, bien entendu, on y reviendra peut-être, parce que pour le coup, si la question m'est posée, je saurais, je pense, quoi répondre sur cette question-là, avec toute annonce sur la question, quelle qu'en soit la nature, sur la question de l'âge de la retraite, qui tout d'un coup renvoie quiconque à une réalité particulièrement stressante, puisqu'il s'agit de savoir si c'est 1 an de plus, 1 an de moins, 2 ans de plus, 2 ans de moins. Et nous, notre proposition est de dire non.
Ce système-là est un système qui ne produit pas de sécurité, en fait. Au contraire, il crée de l'instabilité en permanence. Et si on pense l'évolution et la conciliation des temps de vie tout au long de sa carrière, eh bien à ce moment-là, il faut penser la fin de carrière. Il faut la penser différemment qu'en termes, et je reviens au premier point, qu'en termes de compétitivité coût, qu'en termes de charge sur le bilan de l'entreprise. Non, quelqu'un qui est en fin de carrière peut apporter tout un tas de choses à son entreprise qui, aujourd'hui, ne sont pas valorisées que dans le coût salarial. Ce qui nous ramène, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, à cette idée que dans le bilan d'une entreprise, c'est aussi une de nos propositions qui est détaillée dans le document, il faut aller bien plus loin, il faut poser ce chantier de ce qu'on appelle la comptabilité extra-financière. Si on en reste à une comptabilité qui ne ramène l'activité des salariés uniquement à la charge salariale qu'ils représentent dans le bilan, rien ne changera. Rien ne changera. Là encore, je vous renvoie à la logique d'enchaînement des thématiques dans le document. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer pour pouvoir avancer sur les autres sujets. La question de la comptabilité extra-financière, elle est évidemment fondamentale. Et donc, dans un dispositif dans lequel on serait en capacité de valoriser un certain nombre de choses, on peut penser justement la fin de carrière à travers la négociation, avec une diminution progressive de l'activité, avec le droit pour chacun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à accéder à une pré-retraite progressive, avec le droit pour chacun, ce qui est le cas pour partie, mais dans des conditions aujourd'hui pas forcément très claires, de faire du cumul emploi-retraite et finalement travailler sur une évolution tout au long de la vie, de diminution de la baisse d'activité qui pourrait commencer beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, pourquoi pas, à partir de 50 ans, 55 ans, à travers des accords, et qui amènerait comme ça les personnes à ne pas finalement avoir que trois possibilités pour gérer leur fin de carrière. Petit 1, le burn-out. Petit 2, Pôle emploi. Ou petit 3, la retraite pour des conditions spécifiques. Finalement, c'est ça, en fait, aujourd'hui. Et il nous semble, et par ailleurs, c'est objectivé dans beaucoup d'endroits, il nous semble que tout ça génère une perte économique globale qui, quand on la valorise justement en recréant les conditions de la confiance sur cette fin de carrière et du début de la retraite, devrait avoir des effets économiques extrêmement positifs. Alors, ça m'amène au quatrième point. Alors, ne m'envoyez pas, hein. Vous avez remarqué, je fais une petite... Donc, en fait, il y a 3 documents. Il y a celui que vous avez eu pour le dossier de presse, qui renvoie au chapitre et aux têtes de chapitre. Il y a une synthèse qui fait déjà 40 pages, que je vous conseille, et qui est un peu un concentré des grandes lignes. Et enfin, il y a ce document-là, qui fait, comme je vous l'ai dit, un peu plus de 200 pages, sur lequel, c'est mon intermède. J'ai détaillé 3 chapitres, il m'en reste 3. Je fais l'intermède. Qui est un document de prospective. Je l'ai dit au début, notre organisation travaille dans le quotidien pour assister les militants sur le terrain. L'organisation syndicale, c'est un ensemble de militants et d'adhérents qui, sur le terrain, agissent face aux situations qui leur sont posées. Mais nous avons le devoir aussi de nous projeter, de faire de la prospective. Et donc, dans ce climat d'ambiance préélectorale, qui va bientôt se terminer, je parle bien sûr des élections présidentielles, nous avons pour coutume de faire un peu une sorte de bilan. Aux dernières élections, il y a 5 ans, nous avions fait un document un peu de synthèse qui s'appelait « Quelle société pour demain ?» Dans ce document, nous avions rassemblé, chapitre par chapitre, un peu finalement l'ensemble des éléments que nous avons, on a coutume de dire, sur les étagères, sur tout un tas de sujets qui sont dans nos prérogatives d'intervention. Une forme de synthèse utile à tout le monde parce que ça permet de se rafraîchir la mémoire et par ailleurs, ça permet à ceux qui interviennent au nom de la CFE-CGC d'avoir les idées claires sur tout un tas de sujets. Donc dans ce document, nous sommes allés un peu plus loin. C'est-à-dire que nous avons essayé de penser la société
Comment nous ferions si on nous confiait les clés du camion? C'est pour ça que c'est un document prospectif. Pour nous, c'est un peu une sorte de terreau dans lequel on va nourrir nos positions à venir. C'est important pour nous d'avoir des éléments comme ça de réflexion à partir desquels, en même temps, sur le terrain, c'est notre façon à nous d'être en permanence connectés avec le terrain, mais aussi à notre niveau, à la Confédération et au niveau des fédérations, d'avoir des éléments qui permettent d'orienter la réflexion, de poser des positions et de les mettre en phase avec ce qui fait système, avec ce qui fait substance dans notre organisation. Donc j'en arrive aux 3 derniers chapitres. Alors le 4e s'appelle « Reprendre confiance dans le paritarisme ». Alors tout à l'heure, hier, en préparant mon intervention, je me disais « mais qu'est-ce que je vais prendre comme exemple ?» Dieu sait si la question du paritarisme nous interroge dans la façon dont il a été, ces derniers temps, particulièrement dévalué dans la vision des décideurs politiques. Alors, je ne vois pas mieux à faire sur ce sujet-là que de vous lire un petit extrait de ce qui est à la page 128, c'est très court, rassurez-vous, au titre « Caractéristiques du paritarisme ». Le paritarisme constitue une voie de régulation sociale autonome entre le tout marché et le tout État. C'est un mode qui se veut un intermédiaire entre le face-à-face individu-État et individu-employeur, en faisant jouer des solidarités professionnelles. Il incarne la conciliation d'intérêts divergents, le dépassement du conflit, la responsabilité en accompagnant jusqu'au bout ce qu'on négocie. C'est une façon de promouvoir le syndicalisme constructif autour d'un bien commun au service des salariés et des entreprises. Voilà. Voilà pourquoi la question du paritarisme a toute sa place dans ce document et constitue un chapitre à part. Parce que, réaffirmant 2 choses finalement. Notre attachement au paritarisme, parce que c'est un lieu dans lequel nous avons, nous, organisations syndicales, une responsabilité, une place réservée, mais pas seulement. Ce n'est pas pour parler boutique que nous mettons dans ce document le chapitre du paritarisme. C'est pour parler économie, c'est pour parler société, c'est pour parler efficacité. Parce que justement, c'est grâce au paritarisme, c'est en tout cas l'expérience que nous en avons, c'est le témoignage que nous portons au débat, eh bien, nous sommes en capacité de développer une efficacité dans le développement de la société et donc dans son développement économique, dans sa stabilité, puisque tout est lié, qui nécessite un fort engagement de ceux qui ont quelque chose à faire dans le paritarisme et de ceux qui ont quelque chose à faire pour préserver le champ du paritarisme et de son action. Le paritarisme, c'est le champ de l'exercice des responsabilités assumées par les partenaires sociaux. Mais pour pouvoir développer l'activité et les responsabilités au sein du paritarisme, il faut des acteurs qui représentent justement les intérêts. Et pour avoir des acteurs, il faut des représentants des salariés et il faut des représentants des employeurs pour que ça fonctionne. Et là, moi je vous le dis tout de suite, globalement, il y a matière à améliorer le dispositif. Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, le chapitre 4, les avantages, la nécessité d'un paritarisme préservé, d'un champ d'exercice du paritarisme. Je décris un dispositif qui a fait ses preuves et dans lequel nous sommes prêts à nous engager. Mais pour ça, il faut que tous les acteurs, comme on dit souvent, se connaissent et se reconnaissent. Nous avons un problème au niveau syndical, et c'est abordé dans le document. C'est la reconnaissance du parcours syndical. La représentativité, c'est tout un ensemble. La capacité à représenter les gens, comme je vous l'ai dit en début d'intervention et au milieu d'intervention, c'est des gens qui, sur le terrain,
agissent au quotidien. Le militant syndical, la militante syndicale, c'est une personne qui, sur le terrain, agit au quotidien pour affronter les problèmes qui sont posés au collectif de travail et proposer un certain nombre de moyens et de solutions pour s'en sortir. Mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise, de la branche ou au niveau interprofessionnel, il faut des garanties que chacun est en lien avec ses représentants et les représente réellement. Et ça, cette demande-là, elle agit autant pour les représentants des salariés que pour les représentants des employeurs. Et donc nous considérons pour nous que le parcours syndical, il doit être valorisé de façon à avoir en permanence des personnes qui représentent notre organisation, mais d'une manière générale représentent les organisations, et peuvent le faire en toute liberté et en toute responsabilité. Or, aujourd'hui, on a un problème. On a un problème. On a un problème qui est lié au fait que les moyens pour exercer les mandats, d'une manière générale, par les évolutions législatives depuis 20 ans, eh bien, se sont plutôt dégradés. Donc ça, c'est un premier problème. Et que par ailleurs, le niveau nécessaire à s'engager, la complexité désormais des dispositifs qu'il faut comprendre, sur lesquels il faut avoir été formé, parfois peut faire un peu peur aux personnes. Et que pour tout cela, il faut pouvoir mettre en œuvre des moyens d'encadrement du parcours syndical. Alors vous allez me dire, mais comment? Alors il y a un moyen pour cela. Nous, on le porte au débat. Aujourd'hui, dans l'entreprise, l'acte de se syndiquer est un acte qui est considéré par l'employeur comme un acte hostile. C'est vrai. Dans la plupart des entreprises, c'est le cas. Ce n'est pas le cas partout. C'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Et bizarrement, l'acte de signer un accord pour un syndicat est considéré comme un acte positif. Mais pour signer un accord, il faut qu'il y ait des syndicats. Et pour qu'il y ait des syndicats, il faut qu'il y ait des adhérents. Donc il y a une forme de paradoxe. Et nous, on porte au débat. Et pour tout dire, on soutient cette idée qu'on pourrait régler le problème en réservant le bénéfice des accords aux seuls adhérents des organisations syndicales. Et là, la boucle est bouclée. Et pour le coup, la question de la représentativité prise au sens symbolique des choses serait réglée. C'est quelque chose qu'à la CFE-CGC, on a toujours proposé comme étant un des éléments permettant de travailler à sécuriser le parcours syndical et par ailleurs à renforcer la question de la représentativité dans la partie qui concerne les actions. Et je viens maintenant à la question de la représentativité patronale, en mettant un peu les pieds dans le plat. C'est aussi abordé et bien détaillé dans le document, en disant, là aussi, nous avons un problème. L'exercice du paritarisme en responsabilité ne peut se faire que sous le sens où les deux partenaires, employeurs et salariés, sont représentés par des gens qui représentent vraiment et concrètement le terrain. Comment peut-on le faire aujourd'hui de façon équilibrée quand la représentation patronale est finalement pilotée, c'est bien le cas, par le seul MEDEF qui décide à tout, alors qu'en vérité, il ne représente pas l'ensemble de l'économie. La vérité, c'est que les positions aujourd'hui qui sont mises en œuvre et portées par le MEDEF, moi je le dis très clairement, sont finalement guidées par les intérêts d'une succession de multinationales qui, par ailleurs, sont dans un champ de l'économie qui n'est pas le champ de l'économie qui est appelé à se développer. C'est au contraire le champ de l'économie qui met sous pression toute la chaîne de valeur. Et là, je renvoie au premier chapitre. D'une certaine façon, je reboucle la boucle en disant la problématique centrale, c'est la question de l'économie, du partage de la valeur. Mais comment peut-on négocier la question du partage de la valeur avec des partenaires qui sont, sur le plan politique et idéologique, je parle bien sûr des organisations patronales, totalement inféodées à ceux qui captent toute la valeur de l'économie? Le système ne peut pas fonctionner comme ça. Et nous devons travailler à un rééquilibrage de la représentativité des représentants qui, dans le champ du paritarisme, gouvernent aux décisions qui
qui pourront nous permettre d'avancer. C'est un sujet important et c'est pour ça que nous le traitons au même titre que les autres, même si les choses s'enchaînent. Et je voudrais terminer sur la question européenne en vous disant que quand nous avons travaillé à l'organisation du document, quand une grande partie a été rédigée, c'était avant le 28 février, ou le 24 février, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre en Ukraine, vous m'avez compris. Alors, comme toujours, l'actualité nous rattrape et nous renforce dans cette idée pour compléter le document dont vous aurez compris que sa volonté n'était pas d'être exhaustif et de traiter de tous les sujets. On évoque par exemple la question de l'UNEDIC dans un chapitre sur le paritarisme. Mais on ne fait pas tout un développement sur la question de la réforme du chômage, etc., tout un tas de sujets sur lesquels, par ailleurs, nous sommes amenés à intervenir. Nous sommes là dans une séquence logique prospective. Et pour nous, la question européenne, même si elle clôt le débat, d'une certaine façon, le réouvre. Vous aurez peut-être remarqué que, là je vais aller sur le niveau international, que de plus en plus, les normes internationales, celles qui sont négociées et développées à l'OIT, se rapprochent de nous, la France, et viennent à nous protéger. Comme si, alors qu'il y a 20 ans, peut-être 30 ans, quand on évoquait les normes internationales du travail, on disait c'est pour les autres. En France, en Europe, nous avons bien mieux. Mais nous travaillons pour les autres, dans cet esprit un peu universaliste qui, par ailleurs, unissait et agitait les fondateurs de l'OIT. Et il se passe un phénomène qui fait que, de plus en plus, en tout cas sur certains sujets, en fait, la dévaluation, la dégradation des conditions dans lesquelles on est amené à garantir la sécurité du contrat de travail et de son environnement, donc tout le pacte social qui est autour, fait que, sur certains plans, on s'en rapproche un peu. Et c'est pareil au niveau européen. On peut avoir cette ambition, en tout cas nous, c'est ce qu'on porte à la CFE-CGC, de pouvoir approfondir l'Europe sociale. L'Europe, je vais enfoncer une porte ouverte en disant cela. Ce n'est pas qu'une question de concurrence qui générerait par nature, qui générerait du progrès économique. C'est inexact. C'est pour partie inexact. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai développé depuis le début. L'Europe doit avoir une ambition sociale, et nous, on dit à la CFE-CGC que c'est possible. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels on peut travailler à l'extension des normes, dans la définition d'un socle commun au niveau européen. Et ça, c'est fédérateur. On pourrait parler de la question de l'équilibre et de l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. Et prendre exemple sur ce qui se fait dans d'autres pays européens. Ça a été fait, mais de façon théorique, symbolique, dans ce qu'on appelait la charte de la femme la plus favorisée, qui était une disposition dans laquelle on regardait dans chaque pays européen quelle était la disposition la plus favorisante pour justement réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, constatant que chaque pays avait finalement sa propre solution. Eh bien, nous pensons qu'on peut approfondir l'Europe sociale sur la question des salaires, sur la question de l'égalité, sur la question de la protection sociale. Nous pensons qu'il faut fédérer en particulier autour de la directive européenne sur les salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. Qu'il faut renforcer l'Europe sur le plan économique dans le développement de grands projets. C'est un peu le cas aujourd'hui, mais il y a nécessité de développer d'autres grands projets. Là encore, c'est abordé dans notre point numéro 1 sur l'économie et sur la réindustrialisation. L'Europe peut prendre en charge beaucoup mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui son intervention sur des grands projets de redéploiement au niveau économique. Et enfin, soutenir le rôle et la convergence d'action des organisations internationales. C'est un rôle qui est peu connu, mais le point de contact national de l'OCDE, par exemple, est quelque chose qui doit beaucoup mieux fonctionner
j'allais dire, dans son périmètre d'intervention, dès l'instant que, en France, les États, d'une manière générale, sauront investir dans la capacité de cet organisme-là à agir sur le plan social vis-à-vis des entreprises. Voilà, je n'ai cité que quelques exemples parce que je veux rester dans mon format d'une demi-heure de présentation initiale. Bien sûr, je suis à votre disposition pour toute question. Vous aurez compris, en tout cas, je vous remercie une dernière fois de nous avoir rejoints. Vous aurez compris que pour la CFE-CGC, c'est un document qui se veut structurant pour notre action. Nous l'avons envoyé à tous les candidats à l'élection présidentielle, avec cet engagement, comme c'est le cas à chaque fois, de publier sans les commenter leurs réponses à ce document. Alors, je ne crois pas savoir, beaucoup ont répondu. Une seule personne à ce stade a répondu. Donc, comme c'est qu'une seule personne, je vais vous dire c'est qui, c'est Nathalie Arthaud. Et donc, je ne commenterai pas, bien sûr, sa réponse. Elle est sur notre site. Vous pouvez aller la consulter. J'espère quand même que d'autres candidats sauront y répondre. Et donc, c'est un document structurant qui sera à la disposition de tous les militants, mais à la disposition de tous les acteurs de la Confédération, et je l'espère aussi dans les fédérations, pour pouvoir continuer à avancer dans notre prise avec la société, pour proposer ce qui est la mission de la CFE-CGC depuis qu'elle existe, pour proposer à la société des solutions sécurisantes pour restaurer la confiance dans la capacité de chacun à se projeter dans son propre avenir. Parce que je voudrais terminer par ce par quoi j'ai presque commencé. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de progrès collectif s'il n'est pas basé sur la capacité de chacun à se projeter dans son propre parcours et à avoir ce parcours valorisé. Valorisé dans toutes les dimensions de la valorisation, et y compris en premier peut-être salarial. Là encore, c'est important et c'est abordé dans le document. La question du pouvoir d'achat, c'est une chose, mais la question des salaires, c'en est une autre. Et évidemment, les deux questions sont liées. Et donc, vous voyez que, permanence, on reboucle. On reboucle, il n'y a pas de croissance si on ne traite pas de toutes les questions qui, aujourd'hui, nous ont amenés dans une société de la crise permanente. Il faut inverser la vapeur, il faut recréer les conditions de la croissance, il faut recréer les conditions pour cela de la confiance. Et pour ça, il faut redonner toute la place aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales, dans la responsabilité que nous avons à travailler, à agir pour construire, pour sécuriser la société. C'est notre ambition, c'est ce que je voulais vous faire partager ce matin à travers cette présentation. Je vous remercie. Maintenant, je suis disposé à répondre à des questions, bien entendu. Il nous reste quelques minutes. Questions ? Bonjour, Mario de Grimont pour Actuel CSE. Je regardais votre document très intéressant. Vous parlez un petit peu de l'instance du CSE, voilà, de la fusion des trois instances. Et il y a une étude récente de Syndex qui a montré que souvent les salariés méconnaissent le CSE, voire même s'en désintéressent. Et vous dites aussi en parallèle qu'il y a eu la baisse des moyens, qu'on leur demande d'être des super élus, qu'en plus il n'y a plus de CHSCT, il n'y a plus que la commission santé. Donc ma question c'est quels moyens pour restaurer la confiance lorsque des élus ont très peu de moyens pour exercer leur mandat, comment restaurer la confiance salariés, CSE? J'ai deux réponses. La première, le moyen le plus simple serait de revenir en arrière et de remettre en place les instances telles qu'elles existaient avant, avec leur propre logique et leur propre efficacité. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a pris l'habitude de dire il ne faut jamais revenir en arrière. Ben non, quand un dispositif fonctionnait plutôt pas mal, après tout, pourquoi hésiter à remettre en place ce qui fonctionnait et ce qu'on a cassé? Mais j'ai peu d'espoir sur une remise en question sur ce sujet-là, très sincèrement. Mais l'esprit de responsabilité serait de dire ça ne marche pas,
on a mis en place quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, on le supprime. Ça, ce serait la vraie responsabilité. Aujourd'hui, tous ceux qui se sont penchés sur le sujet du CSE, avec un peu d'objectivité, un peu de recul, font ce constat-là, qui au passage est totalement conforme à ce que nous annoncions avant. Parce que là encore, vis-à-vis du législateur, poussé par une volonté idéologique, j'y reviens, les acteurs, à donner une forme à la représentation du personnel qui n'est pas conforme à l'expérience qu'on en a sur le terrain. Et la nécessité de justement spécialiser les mandats. On sait tous dans les entreprises, d'une certaine taille, qu'il y a des profils de militants qui sont adaptés à être délégués du personnel. Il y en a qui sont adaptés parce qu'ils préfèrent travailler sur les questions de sécurité et de santé, et d'autres qui ont plus de facilité, plus d'expertise, plus de tropisme à travailler sur les questions économiques, d'ordre global. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Que je sache, le PDG lui-même d'une entreprise, quelle que soit sa taille, s'entoure de gens aux compétences différentes pour pouvoir travailler de façon complémentaire sur les différents sujets. Et donc, dans l'approche du CSE, une fois de plus, il y a une approche minimaliste, pour tout dire un peu méprisante, du rôle du représentant du personnel, à qui on assigne des missions qui, par ailleurs, sont complémentaires sur le plan collectif, mais quand elles sont remplies par un seul individu, ne peuvent pas être remplies de façon correcte. Donc, le deuxième moyen, celui qui est à notre disposition, c'est de travailler, bien sûr, de renforcer, ce qui aujourd'hui est un gros potentiel chez nous, de renforcer la formation des gens, de travailler sur les représentants de proximité, en essayant de développer et d'assigner une mission particulière aux représentants de proximité dès l'instant que la loi a ouvert la possibilité de le faire dans certaines entreprises, et de travailler avec le législateur dans les années qui viennent, finalement, à essayer de remettre en place un dispositif dans lequel les salariés seront représentés correctement, avec la proximité suffisante, pour pouvoir être bien représentés dans les CSE. On ne pense pas que ce soit impossible, ça prendra du temps. Si on ne redéfait pas comme ça du jour au lendemain, si on ne revient pas en arrière, ce qu'effectivement on ne refera pas, eh bien il faut travailler petit à petit à revenir sur une forme qui soit plus équilibrée et plus efficace. Et que ça peut se faire par le dialogue social. C'est d'ailleurs un peu le paradoxe de cette affaire du CSE, c'est que, rappelez-vous, je termine là-dessus, la loi Rebsamen proposait de fusionner les instances via la négociation. Et donc, les ordonnances qui prétendaient réformer le Code du travail en donnant plus de place à la négociation ont donc abrogé une disposition qui permettait, par la négociation, de fusionner les instances en les imposant de force, sans négociation et surtout sans possibilité d'y déroger. Oui. Bonjour, Laurent Gérard, Centre Info. Vous avez insisté en début d'intervention sur l'importance et l'enjeu des compétences, un peu au sens large. Vous avez cité avec la recherche et développement. Mais dans votre document, vous abordez assez peu cette question de la fabrique des compétences. Page 131, je note que vous dites l'énorme doute qui existe sur le CPF. Et puis quelques pages auparavant, vous parlez de l'étatisation du système de formation professionnelle. Mais hormis ça, rien. Est-ce que vous pourriez développer un peu cet aspect des choses? Merci. Oui, merci beaucoup de me poser la question. C'est un choix, en fait, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des sujets sur lesquels on est assez constant et assez présent dans nos positions, et donc qui prennent très peu de place dans le document. Et je suis d'accord avec vous, on aurait pu lui consacrer beaucoup de place. La question de la formation professionnelle, là encore, elle est centrale et elle est liée dans la question de la nécessaire montée en compétences avec tous les investissements initiaux. Le CPF, c'est un échec parce que, justement, il ne contribue à aucun moment à cette montée en compétences. Et là encore, on raisonne par équivalence. 25% du PIB dans l'industrie, qu'est-ce que c'est? C'est au sortir des 30 glorieuses, des grandes entreprises qui exercent un leadership fort au niveau international et qui ont basé leur évolution sur l'investissement. L'investissement, c'est le mot, fait sur les individus.
l'investissement fait sur les installations. Il n'y a pas d'entreprise qui soit compétitive dans les années 80, dans le champ industriel, qui n'ait pas basé son principe de développement sur ces deux entités. J'investis dans les procédés, j'investis dans la recherche, j'investis dans les machines, et en face de ça, j'investis sur les personnes. Je crée des centres de formation, je les envoie en formation, qui à l'extérieur, qui à l'intérieur. Je mobilise les volontés individuelles, je prends du temps pour les former, je les fais monter en compétences à l'intérieur de l'entreprise, et par ce mouvement, je fais monter la compétitivité de mon entreprise. C'est le schéma qui nous amène à l'excellence dans tout un tas de domaines, que ce soit de l'industrie chimique, agroalimentaire, aéronautique, métallurgique, dans toutes ces dimensions. C'est ce schéma-là qui fonctionne. Et c'est ce schéma-là que petit à petit, on a déconstruit. Nous, on le dit, on le répète, on ne croit pas à l'efficacité économique et sociale de l'individualisation des droits en matière de formation. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on n'est pas entendu. Un jour, peut-être, on le saura. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas à travers 20 heures, 40 heures d'une formation pipeau, ou pas pipeau, passer son permis, ce n'est pas pipeau du tout. Mais beaucoup d'autres le sont, on le sait. Je fourmille d'anecdotes. Vous tous, dans la journée, demain ou après-demain, vous recevrez un appel de quelqu'un qui va vous vendre une formation parce qu'il aura constaté que votre compte CPF est rempli. Tous, y compris la ministre. La ministre du Travail, avec qui on intervenait sur le sujet, nous dit « Bah oui, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un appel qui me demandait de consommer mon CPF. » Je dis « Vous voyez, je parle de la ministre actuelle, en tout cas encore pour 3 semaines. Je ne vous parle pas de celle qui a fait le CPF, ou plutôt de son directeur de cabinet. Non, on ne croit pas à l'individualisation des droits. On pense que la montée en compétence, ça se fait en 2 étapes. La formation initiale et la formation professionnelle. Je vous rappelle, quand on a son permis, on ne sait pas conduire. Quand on a son diplôme, d'une certaine façon, il faut toute sa vie être en formation pour pouvoir mettre en œuvre les compétences qu'on est censé avoir acquises à travers le diplôme. Tout est lié. Et ce n'est pas parce qu'on a un diplôme de haut niveau qu'on n'a pas besoin de formation. C'est presque, j'oserais dire, c'est peut-être l'inverse. Et là encore, on a mis le processus à l'envers. La formation professionnelle, dans son ensemble, dans notre vision des choses, n'est pas un dispositif qui doit être en totalité consacré à résoudre, à régler, à compenser une forme d'injustice sociale dans la façon dont la formation initiale s'est déroulée pour chacun. Il faut des interventions sociales qui se concrétisent en matière de formation. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ce n'est pas un problème. Nous, on pense qu'elles sont efficaces et qu'elles produisent de l'évolution sociale quand elles se font à l'intérieur de l'entreprise. Et que c'est là-dessus, justement, que le pouvoir public, à travers leurs politiques publiques, qui sont financières, en fait, pourrait développer de l'efficacité. En faisant la promotion d'intégration sous des formes diverses, qui existent pour partie aujourd'hui et qu'on pourrait renforcer, de personnes éloignées de l'emploi, plus ou moins éloignées de l'emploi, à l'intérieur de l'entreprise, et que c'est à l'intérieur de l'entreprise que ce développement peut se faire. Mais d'une manière générale, je reviens et je termine sur la question que vous avez posée, c'est donc dans l'entreprise que la formation professionnelle aura le meilleur impact sur le plan économique et sur le plan social. Que ça a toujours été le cas et qu'en vérité, il ne peut pas en être autrement. Oui. Oui, bonjour, Rodolphe Hilardet, Miroir Social. Une petite question dans votre synthèse, enfin dans votre compilation, vous avez une partie donc protection sociale et une partie paritarisme. Comme vous l'avez dit, il y a des liens entre les deux. Et vous parlez dans la partie protection sociale d'une instance de régulation entre l'assurance maladie et les régimes complémentaires. Ça ressemblerait à quoi? Ça serait paritaire? Enfin bon, dans quelle mesure c'est de remettre une couche ou pas? Quel est l'intérêt de cette instance?
Non, ce qu'on réaffirme pour cette partie-là, c'est qu'il nous semble que l'équilibre, qui d'ailleurs est assez généralisé, entre deux niveaux, un niveau dont les garanties sont définies par l'État, les garanties dites minimales, donc pour le coup un niveau dans lequel l'État intervient. Ce qu'on dit dans le document, par ailleurs, je vais employer un chemin de côté pour répondre, c'est que d'une manière générale, quand l'État intervient dans le champ du paritarisme, il brouille les cartes et il réduit à l'inefficacité finalement la capacité à intervenir des partenaires sociaux. On peut prendre deux exemples. Hein. Il y a un exemple, on vient de l'évoquer, c'est l'exemple de la formation professionnelle, où finalement, plus l'État intervient, l'État, c'est une machine à fabriquer des déficits, en fait. La formation professionnelle, tout le temps que l'État n'intervenait pas dedans, ou en tout cas très peu, l'État a un rôle de contrôle. Ben, finalement, les partenaires sociaux, sans être exempts de critique, attention, je ne veux pas dire qu'en toute matière, on est parfait. Il faut savoir s'exposer aussi à la critique. Mais il n'empêche que, conformément à nos engagements, et à une forme de transparence dans l'exposé des résultats, sur ce sujet-là, les partenaires sociaux, ils n'avaient pas tellement à se plaindre. Sur la partie assurance chômage, si on enlève du bilan de l'assurance chômage les obligations que l'État fait peser sur le régime, il a toujours été équilibré. Si on fait l'équilibre entre les ressources et les dépenses, le régime a toujours été équilibré. Le déficit est apparu au moment où l'État a commencé à faire peser des charges supplémentaires, justement sur l'assurance chômage, qui ne sont pas de la nature de l'indemnisation. Et ça commence très très tôt. Ça commence très très tôt. Indemnisation, par exemple, par l'assurance chômage du régime de fin de formation, c'était des petits montants au départ. Et puis petit à petit, ça ne fait que croître. Et au final, c'est 3 milliards de déficit. Et quand on fait le bilan, ces 3 milliards-là, ce n'est pas un déficit ressources allocation, c'est un déficit de charges supplémentaires. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir les idées claires et surtout avoir un champ sécurisé sur l'action. Il est normal que l'État ait des exigences minimales sur l'ensemble des populations. C'est le premier niveau. Mais après, pour toutes les parties complémentaires, nous, on dit à la CFE-CGC que l'État n'a rien à faire dedans. Rien. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes suffisamment responsables, nous sommes suffisamment engagés. Et donc là, je parle des régimes complémentaires en matière de maladie, et pareillement pour la retraite, qui sont des dispositifs à l'origine desquels nous sommes. Ce sont nous qui les avons créés. Ce sont nous qui avons négocié les accords qui permettent de les mettre en place. C'est vrai aussi pour la prévoyance. Donc c'est ça que nous réaffirmons dans le document. Un champ d'intervention des pouvoirs publics clairement délimité qui permet de responsabiliser les acteurs dans un périmètre préservé pour les partenaires sociaux. Bonjour, Mehdi Lagrari, AEF Info. Vous avez abordé brièvement la question des retraites et j'ai bien cru comprendre que pour vous, il n'y avait pas de problème de financement. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas alors que ce sujet-là est devenu central justement dans cette échéance présidentielle? Super question. En fait, ce n'est pas pour moi qu'il n'y a pas de problème de financement, parce que moi, c'est un sujet sur lequel je suis un peu comme tout le monde. J'essaye d'objectiver les choses. Donc je lis les rapports, je lis mes fiches, je lis mes notes. Et dessus, il est marqué qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Le rapport du corps, va y en avoir un qui va sortir en juin. Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être une forme de référence, finalement, sur la question. Mais si, par ailleurs, je pourrais m'autoriser à être critique vis-à-vis de ce cénacle d'experts, et en l'occurrence, il faut toujours prendre, je pense, les avis d'experts avec beaucoup de prudence, surtout s'agissant de prospectives à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans et à 50 ans.
Pourquoi? Parce que la prospective, elle est toujours chamboulée par les aléas, les crises qui surviennent, qui sont des crises économiques, qui peuvent être d'autres natures. Une crise démographique, ce n'est pas une crise économique par nature, mais elle a des conséquences économiques. S'agissant de la retraite, je rappelle, depuis 1993, ça fait 30 ans, 5 grandes réformes. 5 grandes réformes. Pour la plupart des réformes que nous, à la CFE-CGC, on a acceptées, pour ne pas dire pour certaines, accompagnées. Donc on est droit dans nos bottes sur le sujet. Et ça n'a pas toujours été facile. Je rappelle, en 1993, c'est 37 années et demie de cotisation. Aujourd'hui, ça va devenir 43. Bon. Les 10 meilleures années pour la CNAV, qui sont devenues les 25 meilleures années pour le calcul. Tout ça sont des éléments qui réduisent beaucoup les pensions, ce qu'on appelle le taux de remplacement. Le taux de remplacement n'a fait que baisser. La vérité, c'est que l'impact de ces réformes produit son effet. Et ce sont des réformes pour une partie importante, pour les parties les plus importantes et les plus structurantes, qui étaient destinées à affronter la vague démographique, le baby boom, le peppy boom. Or, c'est comme ça, le temps passe. Voilà. Et le temps passe pour tout le monde. Une année a la même valeur pour tout le monde. Ce qu'on appelait le baby boom quand moi j'avais 15 ans, ce qu'on appelait le peppy boom quand j'avais passé 40 ans, est en train d'être maintenant la fin du peppy boom, c'est-à-dire une population qui petit à petit est amenée à décroître. C'est comme ça. Et donc, tous les moyens qui ont été mis en œuvre justement pour affronter ça, c'est le premier ordre. La vague démographique, c'est le premier ordre de l'équilibre financier des régimes par répartition. Toutes les réformes ont permis d'affronter cela et toutes les prévisions nous donnent aujourd'hui une emprise et un impact en volume des retraites à verser qui, versus le PIB, vont diminuer. On est aujourd'hui au maximum, 15%, 15,1%. Et on est appelé à diminuer suivant les objectifs, suivant les critères qui sont donnés de croissance du PIB, de taux de chômage, etc., entre 11 et 13% du PIB. Il n'y a pas de problème d'équilibre. J'en veux pour preuve 2 exemples. L'été dernier, il y a eu un vent de panique. Le MEDEF est venu vers nous en faisant négocier à la va-vite un accord qui désindexe les pensions complémentaires de la GIRC, à GIRC-ARCO. Nous, on a refusé de signer l'accord, on s'y est opposé. On a dit, mais c'est quoi cette panique-là? Attendez de voir. Ah oui, mais à prévision 15 ans, les réserves qui légalement doivent être tenues en dessous de 6 mois de prestations, etc., avec la crise Covid, ça pourrait diminuer. On m'a dit, mais vous savez quoi, il n'y a pas de problème aujourd'hui, on peut peut-être attendre un peu. Eh bien, aujourd'hui, les chiffres nous donnent raison. Les réserves, elles ont augmenté. Il était prévu qu'elles allaient baisser. En fait, elles ont augmenté de 3 milliards. Aujourd'hui, on est passé, je crois, à 8 mois et demi de réserve, là où la contrainte légale, c'est 6 mois. Donc je prends cet exemple, je pourrais prendre l'exemple de la CNAV, où il était prévu un déficit de 4,4 milliards, et finalement, ce sera 1,2. Certes, c'est un déficit, mais si on prend en compte l'intervention du fonds de réserve des retraites, etc., sur l'équilibre global, s'il y a bien un sujet, et aujourd'hui, la situation n'est pas si facile, finalement, s'il y a bien un sujet où il n'y a pas de problème d'équilibre, c'est la question des retraites. Alors on verra. On en parle dans le document. On verra comment ce sujet sera traité par les personnes qui vont exercer le pouvoir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je ne fais pas de pronostic. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la position de la CFE-CGC, elle est claire. Le sujet de la retraite est un sujet qui nous appartient. Il doit être mis à l'abri de toutes les tendances idéologiques sur le sujet. Et je vous assure qu'on va faire de la pédagogie. Parce que c'est peut-être une de nos caractéristiques, en tout cas moi je la revendique, sur nous, à la CFE-CGC, l'argument d'autorité n'a pas d'impact. Personne ne peut se présenter devant moi, devant quiconque ici, qui représente la CFE-CGC, et prétendre connaître mieux que lui les questions économiques. Personne. Voilà. Et croyez-moi, ça, dans les semaines, dans les mois qui viennent,
Je vais le rappeler à quiconque. À ceux qui diront il faut faire ceci parce que cela, etc. Non, tout le monde lit les livres d'économie. L'économie a ceci de particulier que c'est une discipline scientifique et qui a une part de politique très importante. Quand on fait des études de thermodynamique, qu'on fasse ses études à Toulouse ou à Paris, si on a un bon prof, on apprend les mêmes matières, on apprend les mêmes théorèmes. En économie, suivant qu'on soit à Assas, à Nanterre, à Toulouse, à Montpellier ou à Marseille, on n'apprend pas les mêmes théorèmes. Donc, d'une certaine façon, on peut se faire ses propres opinions. Donc nous, l'argument d'autorité sur ces questions-là n'a pas de prise. Personne ne peut dire « je sais mieux que vous ce qu'il faut faire ». Non, nous avons des responsabilités. Nous travaillons toujours à objectiver les choses. Et sur la question de la retraite, les chiffres, on les connaît. On est administrateur un peu partout. Croyez-moi, on a une bonne connaissance. En plus, ce n'est pas facile aujourd'hui d'être administrateur dans ces organismes-là. Il faut être sélectionné par l'UCANS, etc. Il y a tout un tas de critères de compétences. Nous, on est très à l'aise par rapport à ça. Et ce sont des sujets qu'on maîtrise très bien et sur lesquels on ne laissera pas passer les balivernes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Jérôme Oui, Jérôme Lepet de l'EF. Plusieurs questions. On sent bien que tu fais très attention à ne pas citer de candidats dans ton intervention, ni les propos, typiquement sur la question retraite. On ne parle pas des 65 ans, des 60 ans, peu importe. Ce document, est-ce que ça permet à la Confédération de faire un pas de côté par rapport à l'élection présidentielle pour ne pas effectivement réagir aux propositions politiques des uns et des autres? Quelle est la nature même de ce document? Et par ailleurs, qui l'a écrit en fait? C'est un document confédéral ou d'un groupe de travail entre Fédé, Union régionale et Confédération? Ça, c'était la première question. La deuxième, sur la question, le vieux dossier, entre guillemets, du réserver le bénéfice des accords aux adhérents des organisations signataires d'accords. Est-ce que cette question-là, il y a toujours la question constitutionnelle qui se pose derrière, d'égalité d'accès. Est-ce que cette question est aujourd'hui mûre, selon la CFE-CGC? Est-ce que c'est possible, simplement, sans réforme constitutionnelle? Troisième question, sur la représentativité syndicale. Est-ce que la CFE-CGC a une crainte sur la question de l'avantage catégoriel? Aujourd'hui, on ne parle pas du sujet, c'est pas quelque chose, mais ça reste, la petite musique reste toujours présente. Et quelle est la position, effectivement, de la CGC sur ce sujet-là? Voilà, débrouille-toi. Bon. Alors, qui a écrit ce document? C'est un document qui a été pensé, écrit par l'ensemble de ce que j'appellerais la réflexion permanente de la Confédération, c'est-à-dire les salariés, les services, des services études, et les membres du Bureau national et leur équipe. Donc ça fait, allez, on va dire, trentaine de personnes, peut-être 40, je ne sais pas, bon, c'est l'ordre de grandeur, qui chacun, pour ce qu'il concerne, a travaillé à des degrés et à des niveaux d'implication divers, de façon à avoir quelque chose d'extrêmement cohérent et qui identifie notre organisation. Et dans la question, il y avait « oui, mais comment ?» Eh bien, nous avons... En fait, on y travaille depuis 1 an, voire même un peu plus. Nous avons organisé des cycles de conférences, il y a des groupes de travail interfédéraux, il y a tout ce qui permet d'alimenter la réflexion et en même temps d'avoir la garantie que ce qu'on écrit va parler à nos militants. C'est un peu une injonction permanente, et y compris pour moi peut-être en premier, d'avoir en tête que tout ce qu'on dit, tout militant de la CFE-CGC doit, l'écoutant ou le lisant, dire « Ah, ça c'est bien, c'est comme ça que j'aurais voulu le dire ou j'aurais voulu l'écrire. » C'est ça qui fait l'unité de l'organisation et c'est ça qui fait sa force. Sur la question du pas de côté par rapport aux politiques, pour nous c'est très simple.
c'est un autre sujet. Nous, comme toujours, maintenant on ne me pose plus la question, c'est pas si mal finalement, mais je vais quand même y répondre. Nous, on ne donne jamais de consignes. Je passe mon temps à répéter au gouvernement que nous ne sommes pas des enfants, que nous avons de leçons à recevoir de personne et que nous sommes pris isolément en capacité de juger de la bonne attitude et des bonnes décisions à prendre face aux situations qui nous sont, et aux problématiques qui nous sont posées. C'est notre quotidien de l'entreprise. Donc, d'une certaine façon, chacun doit se déterminer en conscience, c'est comme ça, c'est la liberté, c'est la démocratie, et ça nous donne, à nous, organisations syndicales indépendantes, beaucoup plus de liberté pour pouvoir développer notre vision de la société. On l'envoie aux candidats, la CFE-CGC, elle est là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous lisez, vous regardez ce qu'on peut faire. En tout cas, nous, on ne demande rien d'autre que d'être reconnus, respectés, et d'avoir notre place dans le champ de la décision et de l'évolution de la société dans laquelle on est prêt à prendre nos responsabilités. Voilà, rien de plus que ça. Je viens à la troisième question, sur l'évolution de la représentativité. Des risques, il y en a tout le temps. Il y en a partout. Nous-mêmes, CFE-CGC, on y est confrontés depuis longtemps. Depuis 2008, on constate que, vous aussi, vous constatez que nous sommes l'organisation qui progresse le plus. 15% de progression à chaque cycle. Organisation numéro 1 dans la moitié des groupes du CAC 40. Viennent de sortir les résultats de l'entreprise Solvay, là. Si vous les avez regardés. La seule organisation qui progresse, c'est la CFE-CGC. Pour le 3e cycle consécutif. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas la une des journaux, je peux le comprendre. Un jour peut-être. Parce que c'est quand même quelque chose qui avance. Et plus ça avance, plus on progresse, plus on fait des voix. Il y avait, je crois, j'ai plus en tête l'entreprise. On a doublé nos voix chez les officiers de marine, par exemple. Ça n'a l'air de rien, c'est des petits résultats comme ça. Mais ça montre que dans tous les secteurs, bien, la CFE-CGC progresse. Une filiale de la métallurgie de je ne sais plus quelle entreprise, où on était à 12% et où on est passé à plus de 50% en une seule élection. Je pourrais citer l'AFPA, où il y a 2 ans, on n'était pas représentatif. Arrive le scrutin, on est devenu la première organisation de l'AFPA. C'est pas rien quand même. Et tout ça, ça nous enseigne que notre organisation, elle n'est pas à côté de la plaque en fait. Quand on vient dire le paritarisme, c'est moderne. D'une certaine façon, on vient dire aussi que l'action syndicale, c'est moderne aussi. Mais je ne vais pas éluder la question. Tu évoques, je pense, le risque qu'il y aurait que ce qu'il y a dans la loi de 2008, on va dire l'exception de catégorialité, viendrait à être réformée. La réponse est que chacun prenne ses responsabilités. Et de toute façon, si le législateur en décide, il en décidera forcément pour nous nuire. Sinon, il ne changera pas la loi. Sur quoi il pourrait se baser, sur quel principe il pourrait se baser pour défaire ce qui a été fait en 2008 et qui, au passage, poursuit une discussion et un accord entre partenaires. Même si nous n'étions pas signataires de la position commune, il reste que... C'était aujourd'hui peut-être qu'on la signerait, la position commune. Mais bon, peu importe. Donc celui qui ferait cela le ferait pour nous nuire. Moi, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, il nous nuirait beaucoup, mais je ne veux pas anticiper. Je ne crois pas qu'il rentrerait dans la volonté de quiconque de nuire à l'organisation représentant l'encadrement qui a le plus progressé depuis 12 ans. Ça commencerait à se voir quand même. Quelque part, ce serait suspect. Qui pourrait faire ça? Moi, je ne pense pas que personne pourrait oser une pareille transgression. Et quand bien même, si c'était le cas, eh bien, ma foi, on s'en adapterait. Maintenant, sur la question, la question du milieu, la dernière, sur la question constitutionnelle de réserver le bénéfice des accords aux seuls adhérents des organisations syndicales. Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas mon problème.
Mon problème, c'est que j'en ai marre que depuis 50 000 ans, à chaque fois qu'on parle des syndicats en France, et que notamment que ce sont des décideurs politiques qui au passage décident de tout, de plus en plus de tout. Quand ils parlent des syndicats, ils disent oui, problème des syndicats, ils n'ont pas beaucoup d'adhérents. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que si dans certaines entreprises, quand il vient à la connaissance de l'employeur qu'une personne s'est syndiquée, tout d'un coup, sa seule volonté, c'est de s'en séparer, bon, on a quand même un peu un problème. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème de notre côté, nous, organisations syndicales, pour attirer à nous des gens. On y travaille beaucoup. Et quelque part, nous, à la CFE-CGC, on n'a pas beaucoup à se plaindre, puisque notre nombre d'adhérents ne fait que croître depuis une dizaine d'années. Certes, pas énormément, c'est de l'ordre de 2% par an, 2 à 3%, ça dépend des années. Mais on est dans un mouvement quand même de progression. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit la représentativité, c'est l'adhésion. À ce moment-là, c'est un autre sujet. Et on met en place des dispositions pour que l'adhésion devienne le critère de représentativité. Soit le critère de représentativité, c'est les 6 critères, les 6 ou 7 critères, dont l'audience, etc. À ce moment-là, c'est un autre sujet. Mais on ne peut pas mélanger les deux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, indépendamment des questions constitutionnelles qui vont se poser, ben, il faut que les gens fassent leur choix par rapport à ça. Et nous, à la CFE-CGC, on est prêts. On est prêts parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. On dit, ben, si vous voulez vraiment que la représentativité soit d'une certaine façon une décalque de la capacité des acteurs, c'est-à-dire de ceux qui sont amenés à signer les accords, à s'engager dans la négociation, eh bien à ce moment-là, il faut pousser la logique jusqu'au bout. Il faut réserver le bénéfice des accords à ceux qui sont adhérents de l'organisation syndicale. Et je ne dis pas que ce n'est pas sans danger, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas dans la logique culturelle du fonctionnement de la négociation syndicale en France. Mais c'est ma réponse à ceux qui mélangent tout et qui viennent comparer le nombre d'adhérents en France des organisations syndicales par rapport à la Belgique ou à l'Allemagne. Moi, je dis sur ce sujet. Mais si vous voulez venir dans le sujet, il faut le faire comme ça. Alors, il y avait une question derrière. Oui. Merci Jérôme pour tes questions toujours aussi courtes. C'est sympa. Non, je rebondis sur la question précédente de mon collègue sur retraite. Quand on parle avec les équipes du président candidat, on entend l'équation suivante. Il faut rapidement prendre 2 points sur les retraites pour les basculer rapidement sur la formation professionnelle, notamment en financement de l'apprentissage, pour éviter que les déficits s'accumulent trop longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de cette équation? Merci. Alors, je suis toujours un peu gêné à ce stade pour faire un commentaire trop acerbe sur quelque chose qui est aujourd'hui dans une proposition de campagne. J'évite de commenter, en fait. Là, en l'occurrence, c'est le président, comme vous dites, le président candidat. Mais je vais faire un petit pas de côté. Moi, il y a quelque chose que je trouve très dangereux dans le cadre même de la campagne électorale et qui, pour le coup, concerne tous les candidats, tous, autant qu'ils sont. Et y compris ceux qui sont favoris, bien entendu. C'est qu'ils abordent le sujet du déploiement de leur politique à venir comme ayant été à 100% validé par l'élection. Ça nous a été dit par ceux qu'on a rencontrés. Ils viennent nous dire, ben moi, si je suis élu, je considère que mon élection vaut référendum pour mon flyer de campagne. Qu'il fasse 4 pages, qu'il en fasse 8 ou 12. Dans un dispositif comme ça, nous, on n'a pas notre place. C'est là qu'est le problème. Nous, on n'a pas notre place. À la limite, pourquoi pas?
Mais ça ne va pas du tout dans le sens que nous, on plaide, justement. Donc il faut accepter le principe que la démocratie ne s'arrête pas à 20 h le 24 avril. La démocratie, elle déploie toute sa capacité dynamique à intégrer tous les acteurs à partir de ce moment-là, et y compris l'élection législative, etc., et la place des corps intermédiaires et des partenaires sociaux. Ce qui sous-entend aussi que par rapport à ce qui fait nature dans la personnalité d'un candidat, d'une candidate, et du programme qu'il porte, il faut par définition que tout le monde accepte qu'un certain nombre de choses vont rentrer dans le champ de la négociation, de l'interaction, de ce qu'on appelle la concertation, mais la vraie concertation. Et ça, c'est bipartite. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui sont amenés à exercer le pouvoir acceptent ça, mais il faut aussi que ceux qui les ont portés au pouvoir l'acceptent aussi. C'est ça une démocratie qui a atteint le niveau de maturité suffisant pour accepter tous les principes de fonctionnement équilibré. Il faut que tout le monde l'accepte. Nous, c'est ce qu'on propose. Une fois que j'ai dit tout ça, je suis beaucoup plus à l'aise pour critiquer cette vision des choses. Toujours. Et nous, c'est ce qu'on a réfuté dans notre document. Les sujets, il ne faut pas les aborder sous l'angle financier d'abord. C'est comme ça qu'on a tué la formation professionnelle, par exemple, en s'envoyant à la tête des budgets, comme si le budget faisait système. Non, le budget, c'est un moyen. La formation n'est pas un but, la formation professionnelle. Ce n'est pas un but, c'est un moyen. Tout ce qui a été fait depuis 20 ans sur le sujet de la formation professionnelle a été fait sous l'angle de mettre à disposition la formation professionnelle, de le mettre à disposition d'un objectif uniquement social. Et ce faisant, il ne remplit ni l'un ni l'autre. Nous avons, nous, des interactions avec la ministre qui nous dit « Regardez, c'est bien, il y a 300 000 personnes qui ont fait des formations grâce au CPF qui n'en auraient pas fait sinon. » Mais on lui dit « Mais ils ont un emploi maintenant ?» Non. S'ils avaient eu un emploi, ils auraient été formés dans l'emploi. Et ils auraient eu les deux, l'emploi et la formation. Donc pour revenir sur cette histoire de transfert de points de PIB, à quel moment, jusqu'à aujourd'hui, il a été dit on va prendre des points de PIB à la retraite par répartition pour financer d'autres dispositifs qui ne sont pas de la nature de la retraite. C'est totalement nouveau, ça vient de sortir. Ben moi, je le réfute. Je suis désolé. Comme on le dit dans le document, tout ça n'a pas de sens. C'est une façon de penser le développement de la société et son progrès en termes d'allocation budgétaire. Alors pour le coup, moi j'ai des propositions à faire, et d'ailleurs je l'ai évoqué tout à l'heure, il manque 20 milliards par an dans la recherche. La fuite des cerveaux, dont tout le monde parle, et que tout le monde constate. Tout le monde connaît quelqu'un qui a un voisin dont le fils, le neveu, le frère est parti faire de la recherche à l'étranger. Tout le monde connaît. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal qu'à l'université, les professeurs d'université, les directeurs de recherche passent 80% de leur temps à chercher des financements? Non. Est-ce que c'est normal que les étudiants, pour pouvoir vivre dans les cycles de formation à l'université, travaillent 20 heures par semaine au lieu de travailler leurs cours? Non. Tout ça n'est pas normal. Et ceux qui nous gouvernent depuis longtemps, qui aiment bien prendre des exemples à l'extérieur, pour le coup, il ferait bien de s'en inspirer. Bon, pour le coup, moi, je ne suis pas le gars qui va vous défendre sur tous les sujets le modèle américain. Là encore, hein, j'allais dire, c'est complexe, c'est granulaire, comme on dit, mais sur la question de l'investissement de l'État dans la recherche publique, là, je pense qu'il y a un modèle à regarder quand même. Financement des infrastructures. Je rappelle quand même que c'est évoqué dans notre document, une étude qui fait référence aujourd'hui menée par Ernst & Young, ce n'est pas le cabinet Apex, on l'évoquait tout à l'heure,
c'en est un autre, dit que ce qui motive les investissements de l'étranger en France, c'est dans l'ordre le niveau de formation des personnes, le niveau des infrastructures et le niveau de l'investissement dans l'innovation. Les questions fiscales sont très très loin derrière. Or, depuis 20 ans, on ne fait que faire la promotion des dispositifs fiscaux. Là encore, mauvais choix. Et ça, ce choix-là de prendre des points de PIB à la retraite pour les mettre dans la formation, etc., c'est un très mauvais choix. On a fait le CICE, 83,4 milliards cumulés. Dépenses en pure perte. Le crédit impôt recherche, c'est 6,3% des dépenses fiscales, dites dépenses fiscales, c'est-à-dire des exonérations, efficacité quasi nulle. Donc il y a tout un tas de dispositifs. S'il faut parler argent, nous on est prêt à parler argent. Mais c'est une très mauvaise vision des choses, qui par ailleurs est très contestée. C'est-à-dire que quand on regarde les productions académiques en matière d'économie, hein, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on est tranquille. Il faut regarder tout, hein, parce que tout le monde ne pense pas, tout le monde ne fait pas les mêmes analyses en matière économique, et tout le monde ne pense pas pareil. Et tout le monde ne propose pas pareil. Par contre, tout le monde a les mêmes diplômes. Voilà. Je parle de ceux qui ont des diplômes, bien sûr. Pas de ceux qui font des éditoriaux, qui à la radio ou dans la presse écrite, et qui se nomment économistes à la fin. Voilà. Non, non, je parle de ceux qui ont des diplômes et qui enseignent. Eh bien, il y a des visions différentes. Eh bien, nous, on les lit tous et on se forme des convictions à partir de ça. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie une fois de plus d'avoir rejoint la CFE-CGC, d'avoir animé le débat pour toutes vos questions. Je vous souhaite un bon retour. Je vous rends à vos rédactions. Et à très bientôt peut-être, parce que quelque chose me dit que dans les jours, dans les semaines qui viennent, on sera peut-être amené à se revoir. Voilà. Merci.